Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les documents qui nous racontent la guerre de sécession américaine. Une histoire complexe, Oui, complexe et tragique. Une nation née d'une promesse de liberté, mais fracturée dès le départ. c'est ça. On a ce contraste saisissant, le Nord, en pleine ébullition industrielle, et puis le Sud, un monde agricole comme figé, articulé autour de l'esclavage. Tout à fait. Alors comment cette division fondamentale a-t-elle pu conduire à une guerre civile? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en analysant les sources. Alors, les racines sont anciennes, hein. Les documents montrent bien les fossés. D'abord économiques. Le Nord industriel voulait des tarifs douaniers pour se protéger. Logique pour eux. Oui, mais le Sud, lui, exportait son coton et voyait ça d'un très mauvais œil. Ça menaçait son commerce, surtout avec l'Europe. Et puis, il y avait la question politique fondamentale, le pouvoir central contre les fameux droits des États. Exactement. Le Nord poussait pour un gouvernement fédéral fort, tandis que le Sud mettait en avant ses droits des États. Et derrière ces droits des États, il y avait surtout la volonté de préserver l'esclavage, n'est-ce pas? En grande partie, oui, surtout avec l'expansion vers l'Ouest. Chaque nouveau territoire devenait un enjeu crucial. Oui, la question était libre ou esclavagiste. De ça dépendait l'équilibre du pouvoir au Congrès. Précisément. Alors, on a bien tenté des compromis. Il y a eu celui du Missouri en 1820 pour essayer de maintenir un équilibre. Hmm, Puis le compromis de 1850, la Californie devient un État libre, mais en contrepartie, on a cette loi très dure sur les esclaves fugitifs. ah oui, celle qui obligeait même les États du Nord à renvoyer les évadés. Ça a dû tendre les choses encore plus. Énormément. Ces compromis, en fait, y montraient surtout que la situation devenait Voilà. intenable. C'était des rustines sur une fracture béante. Quels ont été les points de non-retour? Les sources en identifient plusieurs, qui ont vraiment fait basculer les choses. Il y a d'abord eu un choc culturel, avec la casse de l'oncle Tom en 1852. Ça a vraiment ouvert les yeux de beaucoup de gens au Nord sur la réalité de l'esclavage. Une prise de conscience massive, donc. Oui. Et puis, politiquement, la loi Kansas-Nebraska, en 1854. Elle annule le compromis précédent et dit, bon, les colons décideront eux-mêmes. Et ça a été la catastrophe, le Bleeding Kansas, des violences terribles. C'est ça, un échec politique majeur. Ensuite, il y a la décision Dred Scott de la Cour suprême en 1857. Oui, terrible celle-là. En gros, la Cour dit qu'un noir, même libre, n'est pas citoyen et qu'un esclave reste une propriété partout. Exactement, ça a été un coup de massue pour les abolitionnistes. Et puis, il y a le raid de John Brown sur Harper's Ferry en 1869. Sa tentative d'insurrection armée. Même si ça échoue, ça a terrifié le Sud. Et ça a aussi, galvanisé une partie du Nord. La tension était à son comble. Et c'est là qu'arrive l'élection d'Abraham Lincoln en 1860. Voilà, le catalyseur final, en quelque sorte. Lincoln dit ne pas vouloir abolir l'esclavage là où il existe, mais il est fermement opposé à son expansion. Ce qui est inacceptable pour le Sud. Absolument. Pour eux, c'est une menace mortelle. Du coup, la Caroline du Sud fait sécession en décembre 1860. 10 autres États suivent et forment la Confédération. Avec Jefferson Davis comme président et Robert Lee qui deviendra leur général le plus célèbre. C'est ça. Et puis, l'étincelle. L'attaque confédérée contre Fort Sumter, un fort fédéral, en avril 1861. Et là, la guerre commence. Beaucoup pensaient qu'elle serait courte. Grosse erreur. La première grande bataille, Bull Run, en juillet 61, est une défaite humiliante pour l'Union. Ça a montré que ce serait long et sanglant. La stratégie du Nord, c'était quoi au début? Bloquer les ports, prendre le Mississippi. Oui, le plan Anaconda. Blocus naval, contrôle du fleuve Mississippi pour couper le Sud en deux, et la prise de Richmond, la capitale confédérée. Difficile à mettre en œuvre. On voit aussi des personnalités militaires très différentes émerger. McClellan, côté nord, très prudent. Oui, brillant organisateur, mais très lent à agir. En face, on commence à voir Grant, plus tenace, qui remporte des victoires dans l'Ouest, comme à Shiloh. Et puis arrive 1862, avec Antietam. Les sources disent que c'est la journée la plus sanglante de l'histoire américaine. Oui, c'est effroyable. Environ 22 000 morts, blessés ou disparus en une seule journée. La bataille elle-même est un peu indécise. Lee réussit à s'échapper. Mais c'est suffisant pour Lincoln. Suffisant pour lui permettre de faire une annonce capitale, la proclamation d'émancipation. Annoncée juste après Antietam, elle prend effet en janvier 1863. Et ça change tout, n'est-ce pas? Ah oui, stratégiquement, c'est majeur. Lincoln redéfinit les buts de guerre. Ce n'est plus seulement sauver l'Union, c'est aussi abolir l'esclavage. Ça a dû avoir un impact énorme.
Immense. Ça démoralise le Sud, ça empêche quasiment toute reconnaissance par les puissances européennes et surtout, ça ouvre la porte à l'enrôlement des Afro-Américains. Près de 180 000 vont combattre pour l'Union. L'année 1863 semble vraiment être le tournant décisif, avec Vicksburg et Gettysburg. Exactement. 2 victoires cruciales pour l'Union, quasi simultanées en juillet 1863. Grant prend Vicksburg après un siège de 47 jours. Et ça coupe la Confédération en deux, le long du Mississippi. C'est ça. Et au même moment, à Gettysburg, en Pennsylvanie, l'armée de Lee, qui tentait d'envahir le Nord, est repoussée après 3 jours de combat absolument terribles. L'échec de la charge de Pickett. C'est le coup d'arrêt pour Lee au nord. Oui, l'armée confédérée ne s'en remettra jamais vraiment offensivement. C'est aussi là que Lincoln prononcera son fameux discours. Alors Lincoln nomme Grant commandant en chef de toutes les armées de l'Union en mars 1864. Ça change encore la donne, hein. Oui, Grant apporte une nouvelle stratégie. Fini les campagnes séparées. Il coordonne tout et lance une offensive générale et constante. C'est la guerre totale. La guerre totale, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie s'attaquer non seulement aux armées ennemies, mais aussi aux ressources, aux infrastructures, au moral de l'adversaire. Grant affronte Lee à l'est dans des batailles extrêmement meurtrières. Wilderness, Spotsylvania, Cold Harbor. Des boucheries, oui. Oui, mais il maintient la pression. Et pendant ce temps, le général Sherman mène sa marche à la mer à travers la Géorgie et les Carolines, détruisant tout sur son passage. Le but est vraiment de briser la capacité du Sud à continuer la guerre. Exactement. Briser sa capacité et sa volonté. Et ça marche. Début avril 1865, après un long siège à Pétersbourg, Richmond tombe. La fin est proche. Oui. Lee est encerclé, à court de ravitaillement. Il se rend à Grant, à Appomattox Courthouse, le 9 avril 1865. Une rencontre apparemment assez sobre, digne. Oui, Grant a été respectueux. La guerre est finie. Le bilan est terrible. On parle d'environ 620 000 morts. Mais l'Union est sauvée et l'esclavage est aboli par le 13e amendement. Une victoire au goût amer quand même, avec l'assassinat de Lincoln juste après, 5 jours après la reddition. Oui, une tragédie immense. Assassiné au théâtre Ford par John Wilkes Booth. Ça plonge le pays dans le deuil et ça complique terriblement la suite. La suite, c'est la reconstruction. Exactement. Réunifier le pays, intégrer les anciens États confédérés et surtout définir la place des millions d'Afro-Américains nouvellement libres. Un défi colossal. Les sources s'arrêtent là, mais on sent bien que l'histoire est loin d'être terminée. Tout à fait. Ça ouvre sur toute la complexité de la période suivante, les difficultés, les avancées, les reculs. Et on peut même se demander, aujourd'hui encore, si cette reconstruction est vraiment achevée. Une question qui reste ouverte, en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.